Wow, qu'est-ce que tu branles là, mec? Putain, j'ai kiffé le premier transporteur, je suis au taquet pour le deuxième. Putain, Thibaut, Trainspotting, pas Transporter, Trainspotting. Oh putain, il y aura des courses de bagnole. Il me fatigue. Salut les internets, c'est les squatteurs de ciné et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Salut Thomas. Salut Thibaut, et aujourd'hui on va vous parler de Trainspotting 2, qui fait donc logiquement suite à Trainspotting 1. Merci Thibaut. Donc le nouveau film de Danny Boyle. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, comme d'habitude maintenant Thibaut, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous faire ta petite présentation? Oui, c'est parti. Trainspotting 2 de Danny Boyle, réalisateur anglais né en 1956 à Manchester. Après avoir connu le succès au théâtre et à la télévision, il se lance au cinéma dans les années 90 avec sa Back of Money Trilogy, 3 films dans lesquels Ewan McGregor tient la tête d'affiche et qui débute en 1994 avec Petit meurtre entre amis, suivi en 1996 de Trainspotting, film qui catapultera Danny Boyle instantanément au rang de réalisateur culte pour finir en 1997 avec sa première production hollywoodienne, Une vie moins ordinaire. Il poursuit l'aventure aux USA en 2000 avec le très attendu La Plage, au succès critique mitigé qui va finalement le ramener en Angleterre où il signe 2 ans plus tard le thriller horrifique 28 jours plus tard, puis la comédie Millions en 2004 avant de changer une nouvelle fois de genre en signant l'excellent film de SF Sunshine en 2007. Mais c'est un an plus tard qu'il connaîtra son plus gros succès avec son épopée indienne Slumdog Millionnaire, le film aux 8 Oscars et 7 BAFTA. Retour à Hollywood en 2010 avec l'histoire vraie de Aaron Ralston dans 127 heures, puis l'intrigant Trent en 2013. En 2015, il s'associe au très talentueux scénariste Aaron Sorkin sur le film Steve Jobs, campé par l'excellent Michael Fassbender. Côté casting, on retrouve le quatuor original avec bien sûr l'écossais Ewan McGregor à l'impressionnante carrière, Ewan Bremner vu aussi dans Snatch ou encore dans Matchpoint, Johnny Lee Miller que vous connaissez sans doute sous les traits de Sherlock Holmes dans la série Elementary, et Robert Carlyle vu entre autres dans The Full Monty, La Plage ou Le Monde ne suffit pas. Et donc on ne change pas une équipe qui gagne puisqu'on retrouve encore une nouvelle fois au scénario John Hodge, qui est le scénariste attitré de Danny Boyle, et Andrew McDonald qui est son producteur attitré également. C'est vrai que ces trois-là se sont rencontrés dans les années 80 quand ils faisaient des téléfilms pour la BBC et ils ont opéré le passage du petit au grand écran dans les années 90 avec notamment le premier film Petit meurtre entre amis et le succès qu'on ne présente plus maintenant Trainspotting jusqu'à aujourd'hui Trainspotting 2 et transition habile Thomas, en parlant de Trainspotting 2, est-ce que tu peux nous pitcher le film s'il te plaît? Oui, bien sûr. Allez-y mec. Ah, bien sûr, le film se passe donc 20 ans après les événements du premier Trainspotting et on retrouve la bande des Lads d'Édimbourg avec toujours Spud, Begbie, évidemment Rainboy et Sick Boy qui vont donc, après des retrouvailles un petit peu compliquées, se lancer dans une nouvelle aventure en essayant de transformer une espèce de vieux pub en un bordel, ce sur fond d'escroquerie à l'Union Européenne, bref, tout un programme. Oh, c'est vrai que ça fait envie une histoire comme ça. Et donc si Trainspotting premier du nom était bien l'adaptation du roman éponyme, non Thibaut, toujours pas le cheval de Zelda, sûr et certain. Merde. Et oui, donc le roman Trainspotting est signé par Irvine Welsh. Trainspotting 2 est cette fois-ci l'adaptation du roman, mais de la suite de Trainspotting qui s'appelle Porno. Mais il s'agit d'une adaptation beaucoup plus libre parce que cette fois-ci il ne s'intéresse qu'à la première partie du roman et il en tire quelques courts extraits pour signer un scénario complètement original, une histoire tout à fait différente. Et d'ailleurs, petite anecdote, un troisième roman est sorti, il s'agissait d'un préquel qui s'appelle Skag Boys, sorti en 2012 et qui dépeint en fait la jeunesse de Spud et de Sick Boy et leur incroyable descente dans les enfers de l'héroïne. Et on espère qu'ils n'auront pas la mauvaise idée de faire encore une nouvelle adaptation. Ah, ça on a l'abri de rien quand il y a le pognon en jeu. Petite anecdote, le romancier Irvine Welsh joue un rôle dans les 2 films. Il interprète en effet le dealer Mickey Forrester. Waouh. Merci monsieur Anecdote. De rien. Alors il faut savoir que ce film n'a pas eu un budget énorme, on parle de 18 millions de dollars et de 7 semaines de tournage je crois, ce qui est finalement très peu pour un film de cette envergure. Et on sait aussi que Danny Boyle n'est pas ultra fan des très grosses productions, il l'avait un petit peu mal vécu sur le tournage de La Plage notamment. Et donc là, pour ce film, les 4 comédiens principaux ont des salaires assez bas, ils touchent peu ou prou tous la même chose. Ils sont seulement intéressés aux bénéfices du film en cas de succès commercial, ce qui apparemment pas forcément super bien parti. Et aussi, le film a eu des difficultés à se monter finalement, tout bêtement, parce que les comédiens ont des emplois du temps assez chargés. Et il y avait la brouille qui remonte à La Plage entre Ewan McGregor et Danny Boyle, qui lui a préféré un certain Leonardo DiCaprio, qui sortait d'un tout petit film qui s'appelait Titanic. On sait pas trop pourquoi ils l'ont préféré ce mec-là, c'est bizarre quand même. C'est curieux, des fois, les choix des réalisateurs et des producteurs. Ouais, vraiment étrange. Mais alors, 20 ans après la sortie du premier film, que vaut réellement cette suite Trainspotting 2?
Et ben la question que je me suis posée en sortant de la séance, et je crois que toi aussi, c'est pourquoi Ouais. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce film-là? Le film en fait n'existe qu'à travers l'illustre ombre de son aîné. Ce que je veux dire par là, c'est que le film n'a aucun enjeu propre. Tous les événements du film de Trainspotting 2 ne font que écho aux événements de Ouais, Trainspotting 1. Et bon, je veux bien comprendre qu'il y a un gros aspect nostalgie dans ce projet-là, certainement déjà pour le réalisateur et les comédiens qui se retrouvent 20 ans après sur le tournage de la suite du film qui a lancé leur carrière à tous. Je peux comprendre ça, et puis il y a aussi un gros aspect nostalgie pour les spectateurs eux-mêmes, parce que le film, et le premier opus en tout cas, était un des films cultes des années 90, non? Qu'est-ce que t'en penses, Thibaut? Ouais, carrément, c'est vrai que quand le film est sorti, nous à l'époque on était adolescents, il fait un peu partie de ces films transgressifs qui fuckent la société, au même titre que Fight Club à l'époque, hein, quand c'était sorti, tout le monde était fan de Fight Club. Et c'est vrai que dans les années 90, quand ce film est sorti, il a été considéré comme le nouvel Orange Mécanique, ce film de Stanley Kubrick. Rien que ça. Et rien que ça. Et d'ailleurs, Danny Boyle, il s'en est pas caché, hein, il s'est très clairement inspiré d'Orange Mécanique pour certaines scènes. Je pense notamment de la scène où on les voit dans le bar, avec la police sur les murs, qui rappelle vraiment la police qu'il y a dans le bar, avec Alex et ses potes dans Orange Mécanique. Et aussi, c'est très clairement inspiré du peintre Francis Bacon pour ses toiles à l'aspect un petit peu sombre et torturé. Et ça, on le retrouve vraiment bien dans le premier Trainspotting. D'ailleurs, petite anecdote, Trainspotting, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est un hobby qui consiste à regarder passer les trains et à noter leur numéro de série. Et cela traduit bien l'ennui et le désœuvrement des jeunes, et pour un drogué, par extension, la recherche d'une veine du bras semblable à un réseau ferroviaire. Ah bah décidément, vous avez de bien bonnes anecdotes, hein, monsieur Anecdote. Moi, ce qui m'avait plu à l'époque dans le premier Trainspotting, bon, au-delà des références cinématographiques que j'avais pas, merci Thibaut, c'était clairement l'originalité dans les thématiques qui étaient abordées par Danny Boyle, à commencer par la pauvreté. Bah, c'est vrai que comme on l'a dit dans la présentation, hein, ce film fait partie de la fameuse Bag of Money Trilogy, dont la thématique commune à ces trois films est le rapport qu'ont les hommes face à l'argent et face au manque d'argent en particulier. C'est vrai, et Danny Boyle ajoutait dans Trainspotting la toxicomanie et toutes ses dérives, et là où il était original, c'est que ces personnages, bien que toxicomanes, n'étaient jamais montrés ni comme des victimes, ni comme des parias, contrairement à ce qui pouvait se faire dans d'autres films de l'époque, je pense à Requiem for a Dream ou encore à Las Vegas Parano, qui ont des qualités par ailleurs, mais c'est justement l'originalité dans le traitement de ces personnages, couplée à mon avis à une bande originale qui a su capter l'essence de l'époque, hein, comme on dit, qui ont permis vraiment à ce film de devenir une espèce d'icône pour la génération des années 90, dont vous avez devant vous deux... Beau spécimen. Exactement. Et c'est exactement pour ça que l'on peut considérer que Trainspotting 2 est une suite malheureusement ratée, hein, faut le dire. Pour une fois, on est d'accord. Voilà, parce qu'en fait elle échoue là où le premier excellait, c'est-à-dire avoir vraiment sa propre identité. Hein. Le film n'a pas réellement d'intérêt, mis à part nous rappeler un petit peu constamment son aîné, et moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop de fanservice. Avec par exemple la scène de course-poursuite dans le parking. Oui, avec ce plan qui est repris où Ewan McGregor pose les mains sur le capot avec un large sourire. A noter également le retour de l'actrice Kelly MacDonald, qui reprend son rôle de Diane pour une toute petite scène qu'elle conclut par cette réplique « Elle est trop jeune pour toi ». Et puis il y a aussi les fameuses lunettes de Spud. Oui, ces fameuses lunettes jaunes en verre fumé, canonisées par Pascal Obispo ou Florent Pagny par exemple. Les shots dégueux dans la boîte de nuit, qui font évidemment référence aux pires toilettes d'Écosse et à la scène de plongée à la recherche des suppositoires d'opium. Et puis bien sûr, le fameux monologue de Ewan McGregor. Et oui, ce Choose Life avec cette réflexion sur la jeunesse qui prend au passage 20 piges dans la gueule. Bon, on en entend déjà certains s'exciter, dire « Oui, mais reprendre les éléments d'un premier film, en faire une nouvelle histoire, c'est pas un petit peu le principe d'une suite, non ?» Oui, sauf que faire une bonne suite, c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, il s'agit de trouver le subtil équilibre entre continuité et évolution. Faire pareil, parce qu'on a envie de retrouver les éléments qui nous avaient plu dans l'original, mais différents, parce qu'on n'a pas non plus envie de revoir le même film. Et d'ailleurs, des suites réussies, il y en a à pléthore, hein, comme disent les jeunes, à commencer par T2, hein, Terminator 2, voilà, Aliens, les bronzés font du ski, voilà, Die Hard 2, Toy Story 2, l'Empire contre-attaque, 50 nuances plus sombres, Beethoven 2, Les Sous-doués en vacances, j'en passe et des meilleurs. Hein? Moi, ce qui m'a vraiment dérangé dans ce film, c'est les incohérences et les invraisemblances de son histoire. Je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais par exemple, Begbie s'évade de prison dans le film, et la première chose qu'il va faire, c'est d'aller se réfugier chez sa femme. Bon, je suis pas flic, hein, mais il me semble que quand un mec s'évade, on va peut-être lorgner du côté de sa famille, ou voire même de sa femme. Sauf que là, non, le mec reste plusieurs jours sans être inquiété. Bon, après tout, pourquoi pas, hein. Et il y a aussi une deuxième chose, c'est cette histoire d'arnaque à l'Union Européenne, où ils veulent réhabiliter leur pub en bordel, les mecs touchent 100 000 livres, mais cette histoire est complètement superflue et fait pas vraiment avancer le schmilblick, comme disent les jeunes.
Oui, je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire, mais il y a aussi des scènes qui sont complètement inutiles dans le film. Je pense par exemple à la scène où Sick Boy et Rainboy se font un fixe d'héroïne. D'une part, c'est pas très bien amené, et d'autre part, ça a absolument aucune conséquence sur la suite de l'histoire. Ouais. On comprend pas trop l'intérêt de cette scène-là. Un peu sur le même principe, il y a la scène où Begbie va faire un cambriolage avec son fils. Un peu le même principe, c'est pas très très utile, quoi. Mais au-delà de ces incohérences de scénario, moi ce qui m'a véritablement dérangé dans le film, c'est la pauvreté des thèmes qui sont abordés. Ouais. C'est dommage. Danny Boyle a dit lui-même que le film s'intéressait au vieillissement, au temps qui passe, et puis à la difficulté pour les hommes de laisser le passé derrière eux. Ouais, une sorte de chronique douce amère, hein, comme on aime dire aujourd'hui. C'est ça, sauf que 20 ans sont censés s'être écoulés entre le premier et le deuxième film, mais les personnages n'ont pratiquement pas changé, et du coup, bah, ça fonctionne pas. Ouais, c'est d'autant plus dommageable, parce qu'en fait, par rapport au premier film, c'est vrai que les 3 autres personnages, qui étaient des personnages secondaires dans le premier, sont beaucoup mieux répartis dans ce film-là. C'est vrai que Ewan McGregor prenait quasiment toute l'histoire dans le premier, et là non, ça tarde vraiment plus sur ses seconds couteaux. Mais finalement, ça leur apporte pas tant d'épaisseur que ça, et on se fout un petit peu de leur histoire parce que ces personnages, on l'a déjà dit, n'évoluent pas d'un poil, quoi. Ouais. Et une autre thématique qui aurait pu être pourtant diablement intéressante, qui est complètement... Diablement. Ouais, qui est traitée de façon très superficielle dans le film, c'est la gentrification d'Édimbourg. La gentrification ? Mais qu'est-ce que c'est, Thomas ? Mais c'est tout simplement l'appropriation d'un quartier anciennement populaire par une classe sociale plus aisée. Oh, je m'enrichis à ton contact. Parce que si les personnages n'ont pas réellement évolué en 20 ans, comme on l'a dit tout à l'heure, eh bien la ville d'Édimbourg, elle a su s'adapter économiquement, passant de cette petite ville pauvre à une sorte de capitale économique européenne, on va dire. La ville est très très présente dans le film, et elle peut presque devenir un personnage à part entière, et c'est dommage que Boyle n'ait pas creusé un petit peu plus ce sillon-là. D'ailleurs, petite anecdote, Trainspotting 2 présente beaucoup plus de plans d'Édimbourg que Trainspotting 1, et ça s'explique par le fait que même si les deux films se déroulent à Édimbourg, le premier a majoritairement été tourné en studio à Glasgow, et ce pour des raisons de budget. Bah décidément, c'est vraiment de plus en plus intéressant là, monsieur l'anecdote. Et contrairement à Édimbourg, bon on l'a déjà dit, mais le film peine vraiment à trouver sa propre identité, et ça passe aussi par la musique. Parce que si la BO du premier film était clairement marquante, c'est vraiment moins le cas ici. Ouais, c'est peu de le dire, hein. C'est vrai qu'il se permet même de reprendre certaines musiques existantes du premier volume, notamment le remix Born Sleepy de Underworld, et aussi la chanson Lust for Life d'Iggy Pop, remixée par Prodigy à la toute fin du film. Et donc parlons un petit peu de la mise en scène, hein. Et donc moi j'ai été déçu par cette mise en scène de Danny Boyle, parce que je trouve qu'il retombe encore dans ses travers avec ces espèces de gimmicks visuels complètement superflus. Alors ok, tu vas me dire que c'est peut-être pour matcher avec l'esprit du premier film, je suis d'accord, mais ce truc-là c'était il y a 20 ans, et je trouve qu'aujourd'hui ça marche plus aussi bien qu'avant, parce que moi aussi j'ai pris 20 ans là où ça m'éclatait quand j'étais ado, ces petites astuces visuelles, ces petites esbroufs visuelles comme disaient les jeunes. Bah, je trouve qu'aujourd'hui ça tombe complètement à plat, et c'est à la limite du cheapos. Par exemple la séquence où le mec monte dans l'immeuble et qu'on voit les étages de l'immeuble qui s'affichent sur la façade extérieure, ouais, bof. Ou sinon, le passage où ils sont dans une voiture avec une incrustation sur la carrosserie de la bagnole. Je trouve pas que ça a un réel impact sur la mise en scène, et tout ça pour moi, c'est tout le genre de truc que j'avais détesté dans 127 heures où il y avait trop de trucs comme ça. Et je préfère le Danny Boyle de Sunshine ou même d'un Steve Jobs avec une réelle beaucoup plus posée, mais qui pour moi en dit beaucoup plus que ces espèces de petites trouvailles à la con, quoi. Je comprends ce que tu veux dire, c'est vrai que le film a clairement une esthétique un peu pubesque, clipesque, mais que certains trouvent un peu grossière, je comprends. Mais en même temps, pour moi, ça fait vraiment partie du style de Danny Boyle, ces petites recherches visuelles, c'est un peu ce qui fait son identité à lui. Et je trouve qu'en plus là, ça justifie complètement, parce que le film, forcément, cherche à coller avec le film de 96. Bon après, il faut quand même admettre que au niveau de la mise en scène, c'est moyen plus, et que le film est clairement sauvé par ses comédiens, avec un petit point bonus quand même pour Robert Carlyle et Ewan Bremner. Merci les gars. Je suis d'accord. Petite anecdote, Ewan Bremner, l'interprète de Spud, jouait le rôle de Renton dans l'adaptation théâtrale de Trainspotting. Allez, c'est bon, on a compris, dégagez maintenant. Barrez-vous, monsieur l'anecdote, allez, barrez-vous. À mon sens, cette suite tout à fait indispensable mérite la note de 2,5 cachets de Viagra sur 5. Le film offre quand même quelques bons moments, et bien sûr on a plaisir à retrouver ces personnages, mais la conclusion du premier opus n'appelait pas franchement cette suite, qui de plus manque clairement de personnalité et d'intérêt. Retour en demi-teinte de la bande d'Édimbourg, et c'est pour cette raison que j'ai décidé de lui attribuer la note de 2,5 God ceinture sur 5. Le film peine à nous offrir une histoire crédible et accrocheuse, et ce ne sont pas quelques esbroufs visuels datés et un montage faussement rythmé qui vont lui sauver la mise. Dommage de nous offrir cette suite très en deçà de mes attentes.
C'était les squatteurs de ciné, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ah, et merci comme d'habitude si vous avez aimé ce qu'on fait de nous le faire savoir avec le petit pouce en l'air qui va bien, les commentaires ou même un petit don en argent liquide qui passe par Western Union. Ça passe par le Gabon, ça nous fait plaisir et surtout aussi cliquez sur la petite clochette pour être averti de toutes nos prochaines vidéos. Et d'ici là n'oubliez pas, les films c'est mieux au cinéma. Et sans popcorn, ouf, c'est toujours plus sympa. Ciao.